Je m'appelle David Lesage. Je suis crypto-enthousiaste, entrepreneur online, blogueur et webmaster de cryptobourdos.com. Notre présentation sera axée sur deux volets, à savoir la blockchain et la crypto-monnaie. Donc, on va commencer tout de suite avec la blockchain. La blockchain dérive de deux domaines, à savoir la cryptographie et la notion de registre distribué. Donc, il faut savoir que la cryptographie, c'est la science du secret. Elle permet tout simplement de chiffrer des messages de telle sorte que pour déchiffrer le message qui a été chiffré là, on utilise une clé. Donc, c'est ça la cryptographie. Alors que le registre distribué, c'est un endroit où l'on stocke des informations de façon synchronisée sur plusieurs ordinateurs. Donc, si vous combinez ces deux domaines, vous allez obtenir exactement la définition de ce que c'est que la blockchain. La blockchain, c'est donc quoi? Ça peut donc se définir comme étant un registre distribué validé par un système de cryptographie ou tout simplement une technologie permettant le stockage et la transmission d'informations dans un contexte transparent et décentralisé. Donc, c'est ce que c'est que la blockchain. Comme vous voyez ici, c'est une base de données distribuée. C'est une chaîne de blocs liés, puisque chaque bloc à un instant T est lié à un autre bloc précédent. Donc, c'est un peu ça, c'est un peu ce que c'est que la blockchain. Maintenant, le mathématicien Jean-Paul Delahaye, il a donné trois caractéristiques à la blockchain, à savoir la notion de registre public, anonyme et infalsifiable. Il faut savoir que la technologie blockchain n'existait pas seulement en 2009 quand le Bitcoin est né. Non, la blockchain existe depuis 1990, mais ça servait juste à l'horodatage des documents numériques. Quand on parle d'horodatage des documents, c'est pour dire que on associe à un document la date et l'heure, et ensuite on l'enregistre dans la blockchain. Donc, on va continuer. Voilà, le pouvoir de la blockchain est qu'elle œuvre sans aucun organe de contrôle. On peut donc utiliser les services de la blockchain de plusieurs façons, notamment pour le transfert d'actifs, les monnaies, les titres et les actions. Et comme vous voyez ici, on a un bloc, on a son suivant. Vous voyez que le hash du bloc, le hash c'est un identifiant, l'identifiant d'un bloc spécifique. Vous voyez que le hash du premier bloc est répertorié au second bloc. Ça permet d'identifier. Et le second bloc a également son identifiant qui est répertorié au prochain bloc. Donc, c'est un peu comme ça. Les blocs sont liés entre eux. C'est pour ça qu'on parle de blockchain ou chaîne de blocs en français. Donc, dans une blockchain, les participants n'ont pas besoin de confiance entre eux, car tout est arbitré par l'ensemble du réseau. Lorsqu'une transaction, par exemple, doit être stockée sur la blockchain, tous les nœuds vérifient si la transaction est authentique et vraie. Si plus de la moitié des nœuds la reconnaît comme vraie, cette transaction pourra alors sans doute être insérée dans un bloc qui sera ajouté à la blockchain. Donc, si quelqu'un, par exemple, essaie de tricher, il sera puni par le système et ne recevra aucune récompense. De plus, ce dernier ne réussira pas à tromper entièrement le système, car pour le cas particulier de Bitcoin, son réseau compte à ce jour plus de 13 000 nœuds répartis à travers le monde entier. Donc, pour ne serait-ce que falsifier une transaction, il faudrait corrompre plus de la moitié de ces nœuds, c'est-à-dire plus de 6500 nœuds, ce qui est très improbable. Dans un tel contexte, il faut savoir que si par exemple un hacker décide de hacker la blockchain de Bitcoin, par exemple, s'il veut par exemple modifier une information comme le solde du portefeuille de quelqu'un, il faut d'abord qu'il réussisse à modifier l'information qui se trouve dans le bloc subséquent. Donc, il faut qu'il modifie l'information du bloc actuel et aussi du bloc subséquent au même moment. Parce que, comme je l'ai expliqué précédemment, à l'entête de chaque bloc, s'il arrive en arrière, vous allez voir à l'entête de chaque bloc, il y a un hash du bloc précédent. Mais le tout premier bloc n'a pas de précédent. Il faut le savoir. Le tout premier bloc est appelé bloc genèse. Il n'a pas de précédent. Donc, à l'entête de chaque bloc, il y a son précédent et son hash lui-même. Voilà, donc, pour qu'un hacker puisse hacker par exemple la blockchain de Bitcoin, il faut qu'il hack en même temps l'information qui se trouve dans le bloc en question et qu'il puisse aussi modifier le hash du suivant, puisque le bloc actuel est mentionné au suivant. Donc, c'est la première des choses qu'il doit d'abord faire s'il souhaite hacker. Et la deuxième des choses, c'est qu'il est capable de modifier partout en même temps toutes les copies de la blockchain. Parce que, comme je l'ai dit, la blockchain de Bitcoin compte à ce jour plus de 13 000 nœuds répartis à travers le monde. Ça veut dire que si une personne souhaite, par exemple, modifier son solde, il faudrait qu'il mette à jour son solde là sur les 13 000 nœuds. L'ensemble des 13 000 nœuds répartis à travers le monde. Et ce qui n'est pas chose facile. C'est la raison pour laquelle vous voyez que Bitcoin, depuis 2009, qu'il a été conçu, il n'a jamais connu une attaque. Donc, c'est un peu ça, la notion de blockchain. Aujourd'hui, comme vous pouvez le constater, la blockchain est tellement utilisée
et son écosystème s'est diversifié. Cet écosystème est formé par exemple d'applications telles que Bitcoin Travel, Bitpoker, d'exchanges tels que KuCoin, Coinbase, Binance, Kraken, d'infrastructures de minage telles que Zeus, Avalon, Cointera, Coinmine, des portefeuilles tels que Trust Wallet, Aura Wallet, Armory, d'infrastructures de paiement telles que BitPay, CoinPip, CryptoPay, d'actualités et données telles que Coindex, Bitcoin Chart, CryptoBees, de big data tels que Coin Analytics, d'investissements tels que CoinSeed, BitCapital et de services financiers tels que Bitfunder, CoinSpeed, Cryptex et Elliptic. Cette liste est bien sûr non exhaustive. Donc, en ce qui concerne les types de blockchain, vous devez savoir que on distingue 4 types majeurs, dont 3 principaux. Le premier type de blockchain, c'est la blockchain publique. Il faut savoir qu'une blockchain publique ne requiert aucune permission spécifique à l'entrée ni au moment de réaliser une transaction. Exemple, la blockchain de Bitcoin, la blockchain d'Ethereum. La blockchain de Bitcoin est appelée la blockchain Explorer et la blockchain Ethereum est appelée Etherscan. Vous avez également la blockchain de Binance qui est appelée BSC-Scan. Ce sont les blockchains publiques parce que si vous possédez une adresse, on peut directement prendre votre adresse et placer par exemple dans la barre de recherche pour voir l'ensemble de vos transactions que vous avez effectuées depuis que vous avez acquis ce portefeuille-là. Donc, c'est la raison pour laquelle on parle de blockchain publique. Le deuxième type de blockchain, c'est la blockchain privée. Sur ce type de blockchain, l'accès est autorisé uniquement aux membres de l'organisation. Si par exemple, vous avez une entreprise et que vous souhaitez travailler sur une blockchain donnée, vous pouvez créer la vôtre. Et dans ce cas, vous n'avez pas la rendre publique. C'est que toute personne aura accès à vos informations, à les informations de l'entreprise. Donc, du coup, la blockchain là sera donc privée. Vous allez la rendre privée. Là, vous pouvez dire qu'elle sera accessible uniquement aux employés de l'entreprise. Pourquoi pas? Dans un exemple de blockchain privée à ce jour, nous avons Hyperledger. Comme troisième type de blockchain, nous avons la blockchain hybride. Il faut savoir que la blockchain hybride combine l'ensemble des deux, c'est-à-dire la blockchain publique et la blockchain privée. Donc, il y a certaines entreprises qui veulent un peu jouer sur les deux. Donc, du coup, ils optent pour une blockchain hybride comme Dragon Chain. Donc, nous allons tout de suite débuter avec la partie sur les crypto-monnaies. Donc, il faut savoir que la crypto-monnaie est une forme de monnaie qui existe sous forme numérique ou virtuelle et qui utilise la cryptographie pour sécuriser les transactions. Parce que quand on dit crypto-monnaie, vous entendez bien crypto et monnaie. Crypto, là, ça veut dire cryptographie. C'est la science du secret. Donc, vous voyez que la crypto-monnaie, c'est donc quoi? Une monnaie numérique ou virtuelle qui sécurise les transactions par cryptographie. Donc, comme caractéristique de la crypto-monnaie, vous avez ici, c'est une monnaie numérique entièrement dématérialisée. Ce n'est pas un billet, comme le billet de banque qu'on touche aujourd'hui. C'est une monnaie numérique, on ne peut pas la toucher. Elle est protégée par cryptographie, comme je le disais tantôt. Elle ne peut pas être dupliquée ou détruite. Elle est distribuée sur un réseau P2P, c'est-à-dire peer-to-peer ou de pair à pair. Elle est bien sûr sans frontières. Où que vous soyez, vous pouvez recevoir vos paiements en crypto-monnaie. Si par exemple, vous souhaitez recevoir un paiement d'un Européen ou de, je sais pas, d'une personne située à l'extérieur de votre pays, on n'a pas besoin de passer par une banque quelconque. Vous pouvez tout simplement aller créer votre portefeuille, copier l'adresse de réception et envoyer à la personne afin qu'il puisse vous transférer cette crypto. Donc, c'est sans frontières et vous ne passerez pas par une banque. Bitcoin est un système, parce qu'ici on dit c'est quoi Bitcoin? Il faut savoir que Bitcoin est un système expérimental de transfert et de vérification de propriété reposant sur un réseau de pair à pair sans aucune autorité centrale. C'est ça la définition de Bitcoin. C'est par ailleurs la toute première crypto-monnaie fondée en 2009 par Satoshi Nakamoto, qui serait le pseudonyme d'une personne ou d'un groupe de personnes dont l'identité reste inconnue pour le moment. Donc, il faut savoir que Bitcoin est conçu pour s'autoréguler. L'inflation limitée du Bitcoin est distribuée de façon homogène par puissance de calcul à travers le réseau. Il faut savoir que le nombre de pièces de Bitcoin est limité à 21 millions d'unités et qui est divisible jusqu'à la huitième décimale. Et l'unité le plus petit du Bitcoin, c'est le Satoshi. Quand on vous dit que vous avez un Satoshi, ça veut dire que vous avez 0, vous alignez 7 zéros et vous mettez 1. Donc, la plus petite unité du Bitcoin, c'est le Satoshi. C'est la raison pour laquelle on dit que le Bitcoin est divisible jusqu'à la huitième décimale. Donc, il faut également savoir que le Bitcoin utilise la cryptographie, comme on l'a si bien dit, par clé publique et privée, sur la cryptographie asymétrique. C'est-à-dire que la clé de chiffrement est différente de celle de déchiffrement. On ne va pas entrer dans les détails techniques. C'est juste pour que vous puissiez un peu comprendre comment ça se passe.
Donc, un solde en Bitcoin est rattaché à la clé publique de ou de son propriétaire. Par exemple, lorsque des Bitcoins sont transmis d'un utilisateur A vers un autre B, donc A signe donc une transaction avec sa clé privée édifiée sur le réseau. C'est donc ainsi que B reçoit la transaction et personne d'autre ne peut ne peut avoir la clé privée du A, puisque quand on dit clé privée, ça veut dire que vous ne la partagez pas. Elle est pour vous. Or, la clé publique, quand on crypte avec la clé privée, ça veut dire que pour déchiffrer, il faudra la clé publique. Tout le monde sait user la clé publique. C'est ainsi que B va donc recevoir les fonds de A et ça sera crédité sur son portefeuille. Donc, voilà comment la transaction se passe. Donc, ici, là, vous voyez Bitcoin, évolution et prime des mineurs. Parce que j'ai fait un post hier où je disais que il ne reste que 2 millions de Bitcoin à miner, mais ça faisait polémique. Beaucoup disaient comment est-ce qu'on a créé le Bitcoin en 2009, mais nous sommes aujourd'hui en 2022. On a plus de 19 millions de bitcoins en circulation sur 21 millions. De là, c'est 2 millions. Beaucoup ne comprenaient pas pourquoi est-ce que on a que, pourquoi est-ce que les 2 millions restants seront minés jusqu'à 2140. Il faut savoir que le bitcoin est ce qu'on appelle un halving. C'est-à-dire le bitcoin ne fait pas le burn, comme certaines crypto-monnaies où on vous dit qu'on a brûlé le stock, machin, ça diminue, ça diminue pour créer la rareté. Satoshi Nakamoto a pensé au halving. Ça veut dire quoi le halving? Le halving, en fait, se passe chaque 4 ans, où la quantité des bitcoins est divisée par la quantité des récompenses des mineurs est divisée de moitié. Aujourd'hui, nous sommes en 2022. Cette récompense est actuellement de 6,5 bitcoins. Et en 2024, cette récompense passera de 6,5 à 3,25. Vous voyez que chaque fois, la récompense, chaque 4 ans, la récompense est divisée de moitié. Ce qui crée un effet de rareté. Et quand ça crée un effet de rareté, si la demande reste la même, alors vous voyez que le prix va flamber. C'est la raison pour laquelle, d'après les analyses chartistes, beaucoup ont fait des prévisions selon lesquelles, après la période de halving, il y a toujours un boom sur le marché des crypto-monnaies. Donc, c'est ce qu'il faut savoir. En 2021, on avait 90% de la circulation de Bitcoin disponible. En 2034, on aura 99%. En 2047, 99,9%. Il ne resterait plus qu'un seul Bitcoin miné en 2104. Et en 2138, il ne restera qu'un Satoshi, comme je vous l'ai dit, le plus petit unité de mesure du Bitcoin. Donc, c'est ainsi que c'est réparti. Donc, pour ceux qui disaient que comment est-ce qu'on réussit à avoir 19 millions de Bitcoin sur le marché en 13 ans et on n'arrive pas à avoir 2 millions en 1 an. Donc, je pense que vous comprenez déjà un peu de quoi je suis en train de parler. Donc, nous entrons dans la notion de portefeuille crypto. Il faut savoir d'abord qu'un portefeuille, c'est aussi appelé porte-monnaie. Donc, il s'agit d'un appareil ou un programme dont la fonction est de gérer les crypto-monnaies. Il permet de recevoir, d'envoyer ou de stocker des actifs. On distingue donc deux groupes de portefeuilles, à savoir le hot wallet ou portefeuille à chaud et le cold wallet ou portefeuille froid. Le hot wallet ou portefeuille chaud, il désigne tout simplement un portefeuille destiné à une utilisation fréquente et contenant des petites sommes. Ce genre de portefeuille utilise des appareils directement connectés à Internet. Exemple, un software wallet, comme vous le voyez sur l'illustration. Le second groupe de portefeuille, c'est bien sûr le cold wallet ou portefeuille froid. Il désigne tout portefeuille utilisé pour le stockage de grosses sommes à long terme, que l'on manipule rarement pour limiter les risques de piratage ou de vol. Donc, c'est un peu ça le cold wallet. Exemple, vous avez le hardware wallet, comme la clé Ledger, et vous avez également le paper wallet. Donc, si on veut comparer le Bitcoin et la blockchain, il faut savoir premièrement que le Bitcoin, c'est une crypto-monnaie, alors que la blockchain est une infrastructure sur laquelle reposent les crypto-monnaies. Sans le Bitcoin, la blockchain existe bel et bien et fonctionne parfaitement, mais sans la blockchain, il n'y aura pas de crypto-monnaie. Vous pouvez prendre l'exemple d'une route et des véhicules. Vous voyez un peu vous visualisez un peu les véhicules comme les crypto-monnaies et les routes comme la blockchain. Vous voyez que sans la route, on peut avoir des véhicules, mais ils vont circuler ou ils ne pourront pas circuler. Et donc, ça ne servira à rien. Mais sans les véhicules, il peut bien avoir la route. La blockchain, c'est donc quoi? Une grande base de données distribuée, un registre digital. Tout type de données numériques peut être enregistré sur la blockchain, que ce soit des vidéos, des photos, je sais pas, tout ce que vous voulez. Ça peut être stocké sur la blockchain. C'est une grande base de données. Et c'est également plusieurs cas d'utilisation. Comme les transactions financières, ça identifie les personnes, registres cadastraux, gestion des marchés, votes, etc., etc. Donc, voici un exemple concret du transfert bancaire. Supposons Maïmouna, elle a 100 000 francs CFA qu'elle se transfère à Fimin, en utilisant une banque, bien sûr.
Vous voyez qu'en effectuant le transfert, Maïmouna va payer 7000 francs de frais pour que cet argent-là parvienne à Fimin. Donc, Fimin, à son tour, va percevoir exactement 93 000 francs. Vous voyez donc que le premier problème de la banque, c'est quoi? C'est que le délai de traitement est assez long. On parle de 3 jours de traitement. Les frais, ils prennent 7% par exemple dans ce cas-ci de frais, c'est-à-dire 7 000 francs. Vous voyez qu'en déboursant 100 000 francs pour avoir une autre personne, si tu es peut-être même dans le même pays que vous déboursez 7 000 francs de frais. Vous voyez, donc c'est un peu énorme. Alors que, en faisant le transfert blockchain, Maïmouna, avec ces mêmes 100 000 francs, pour qu'elle puisse envoyer à Fimin, elle débourse juste 500 francs de frais. Et le délai de traitement est assez rapide, de 2 à 90 minutes, pour 0,5% de frais. Je pense que vous voyez un peu déjà la différence. Vous voyez que non seulement en utilisant la blockchain, c'est plus rapide, mais c'est aussi moins coûteux que le transfert bancaire, où on prenait 7 000 francs de frais. Quelques domaines d'application des crypto-monnaies. Depuis la création de Bitcoin, il existe maintenant plus de 13 000 crypto-monnaies dans différents domaines d'application. Avant d'investir, bien sûr, il faudra faire vos propres recherches. C'est la raison pour laquelle on parle à chaque fois de do your own research. Donc, la crypto-monnaie, en fait, a plusieurs domaines tels que les moyens de paiement, la confidentialité, les plateformes d'infrastructure comme les DApps, les comptes intelligents, etc., la logistique, le stockage décentralisé, les jeux de divertissement, la fintech et beaucoup d'autres. Il y en a une panoplie. La liste est bien sûr non exhaustive. Donc, pour investir dans les crypto-monnaies, voici les astuces pratiques que vous devez bien maîtriser. Pour doter d'un portefeuille, que ce soit Trust Wallet, que ce soit Binance, que ce soit Coinbase, que ce soit Kraken, que ce soit Gemini, il y en a plusieurs. Vous devez déposer la crypto-monnaie fiat. Quand on parle de crypto-monnaie fiat, c'est tout simplement de l'argent que nous avons tous les jours, le franc CFA, tous les billets, tout ça. C'est ça la crypto-monnaie fiat. Le dollar, l'euro. Vous devez faire vos propres recherches pour éviter les scams. Parce que c'est versé maintenant, même sur Telegram. Souvent, vous allez récemment vous contacter pour dire qu'il y a tel service, il faut payer, il faut investir dans tel business, ça a tel % de rendement. Les arnaques sont populaires de nos jours, donc il faut faire très attention. Donc, faites vos recherches afin d'éviter tout cela. Donc, comme quatrième pratique, vous pouvez acheter la crypto-monnaie souhaitée sur l'exchain en question ou sur un index et sécuriser vos cryptos. Sur le moyen ou long terme, vous pouvez établir également une stratégie d'investissement, que ce soit le holding, que ce soit le trading, tout ça, vous pouvez établir ça. Donc, nous passons donc au vocabulaire crypto, c'est-à-dire les thèmes crypto que vous devez connaître, que vous devez maîtriser au bout des doigts. Donc, nous avons le premier thème, nous avons fiat, qui signifie tout simplement, comme je l'ai dit, la monnaie fiduciaire ou la monnaie papier. On a alt, qui signifie altcoin ou coin alternatif. Ça représente toutes les crypto-monnaies en dehors du Bitcoin. Donc, les cryptos comme Ethereum, BNB, tout ça, on va les appeler altcoins parce que ce sont les cryptos autres que le Bitcoin. Le terme FUD signifie Fear, Uncertainty and Doubt. Ça signifie répandre la peur et l'incertitude. Donc, vous êtes souvent dans les groupes de crypto-monnaies où on vous dit il faut telle crypto-monnaie va scammer bientôt, telle machine. Vous voyez, alors que vous avez analysé, vous voyez que le projet est un peu solide, mais une autre personne, les gens viennent vous déstabiliser en vous disant que ça va peut-être scammer, tout ça. On appelle ça le FUD. Donc, vous avez également le FOMO qui signifie Fear of Missing Out. Ça désigne le fait d'avoir peur de rater une occasion. Lorsque, par exemple, vous investissez votre argent dans une crypto-monnaie et que la crypto-monnaie chute brusquement, vous dites qu'il faut retirer votre argent, vous convertissez directement peut-être en stablecoin, en USDT, en BUSD, etc. Quand vous convertissez maintenant, vous vous rendez compte que la crypto-monnaie est en train de prendre encore plus de valeur. Vous dites que non, il faut que vous swappez directement vos stablecoins en la crypto en question. Voilà, c'est ce qu'on appelle le FOMO. Vous avez peur, en fait, de rater une opportunité. Donc, et vous précipitez. Donc, ce n'est pas bien investi sous une peur, sous la peur de rater une occasion. Vous avez également comme prochain terme HOLD, qui signifie tout simplement all on for your life, qui signifie garde-le pour la vie, conserve-le sur du long terme. C'est un peu ça, l'une des meilleures stratégies en crypto. Parce que si aujourd'hui, vous voyez le prix du Bitcoin en 2009, c'était peut-être $1. Contrairement aujourd'hui qui est peut-être à 19 000 $. Vous voyez que si une personne avait acheté rien que son petit stock, elle avait conservé jusqu'à aujourd'hui, ce qui mérite, il devait être millionnaire. Donc, c'est un peu ça qu'on appelle le hold, le holding, c'est-à-dire acheter des cryptos et les conserver sur du moyen ou du long terme. Vous avez également le prochain terme ATH ou ATL. ATH signifie tout simplement on-time high. Ça signifie tout simplement le plus haut niveau atteint par la crypto-monnaie. Actuellement, le plus haut niveau atteint par Bitcoin, c'est peut-être 69 000 et quelques dollars. Donc, c'est un peu ça l'ATH. Et l'ATL signifie all-time low. C'est tout simplement le plus bas niveau jamais atteint par une crypto. Comme Bitcoin, le plus bas niveau de Bitcoin, c'est peut-être 0,1 $.
Vous avez également le thème le plus connu dans l'univers des cryptos. Vous êtes obligé de connaître ce thème ici parce que ça sera clé pour vous dans l'univers des cryptos. C'est le thème DIOR, Do Your Own Research, c'est-à-dire faites vos propres recherches. Le prochain thème, c'est bien sûr AML, qui signifie Anti-Money Laundering, ça signifie l'anti-blanchiment d'argent. Comme prochain thème, vous avez KYC, qui signifie Know Your Customer. Donc, c'est un processus de vérification d'identité. Sur la majorité des exchanges, vous allez les voir sur Binance, KuCoin, vous allez voir les KYC à chaque fois. Parce que les plateformes centralisées, ils ont besoin à chaque fois de connaître leur utilisateur, en fait. Du coup, ils introduisent une notion de KYC. Alors que sur les DEX, comme Trust Wallet, vous n'avez pas besoin de KYC. Donc, nous passons dans la phase des questions-réponses. N'hésitez pas à lever la main afin de poser votre question. Ok, Mohamed Lamine, tu as la parole. Ok, Oui, je t'écoute alors. vous avez parlé des investissements. Oui, oui. Moi, je veux un site dont je peux investir dedans et investir à long terme, c'est-à-dire gagner des revenus encore avec des pourcentages un peu élevés comme ça. Il y a mes amis qui m'ont envoyé des sites quand même, mais je ne suis pas tellement sûr. Vous pouvez le vérifier pour nous. Donc, c'est comment vous avez besoin des sites d'investissement. Oui, les sites d'investissement très sûrs et rentables, quoi. Bon, ok. Il faut d'abord savoir que de nos jours, la majorité des sites d'investissement, en fait, c'est basé sur une pyramide de Ponzi. Je ne sais pas si vous connaissez ce qu'on appelle pyramide de Ponzi. Vous savez un peu ce que ça veut dire? Les sites... Non, 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 non. Ok, il faut savoir que la majorité des sites qui vous promettent des revenus faramineux, du genre 200%, 300% en un an, c'est basé tout simplement sur une pyramide de Ponzi. La pyramide de Ponzi fonctionne comment? Lorsqu'un site, par exemple, a des nouveaux investisseurs, ils viennent investir sur la plateforme. Mais lorsqu'ils investissent, au fur et à mesure, donc, le fait du quoi, ce genre d'entreprise-là, elle est basée à 95% sur du MLM, sur du marketing de réseau. On va vous inciter à faire du parrainage, de l'affiliation. Du coup, puisqu'on sait que l'entreprise ne vit que sur de l'affiliation, l'affiliation accentue en fait, parce que toutes les entreprises au monde font de l'affiliation, mais pas exagéré comme les entreprises de Ponzi. Parce que là-bas, c'est comme si ça sera une obligation de faire de l'affiliation. Donc, du coup, quand vous allez donc recruter des nouveaux mamans, on va vous dire que vous êtes tel pourcent sur tel fileur, tel pourcent. Ça va vous inciter encore à faire plus la promotion pour recruter autant de membres que vous le souhaitez, afin de recevoir plus de commissions. Donc, c'est ainsi que cet argent-là va être conservé par l'entreprise pour pouvoir payer donc. Parce que lorsque les nouveaux là, que vous avez recrutés là, vont venir sur la plateforme, ils vont s'inscrire, vont déposer des fonds, on va utiliser ces fonds-là pour payer les nouveaux. Et c'est ainsi que le processus va s'enchaîner jusqu'au jour où parce que la pyramide va s'effondrer. La pyramide va s'effondrer lorsque il y aura plus assez de nouveaux investisseurs sur la plateforme. Or, il y aura plusieurs anciens. Du coup, l'entreprise ne pourra pas payer donc ces anciens-là. Elle va donc s'effondrer. C'est la raison pour laquelle on parle de pyramide de Ponzi. J'espère que vous avez compris parce que la majorité des sites de nos jours là, ils ne font que du Ponzi. Si vous vous renseignez, vous allez voir les P3P, Moneyman, etc. C'est basé sur du Ponzi. Donc, ce n'est pas tellement sûr d'investir là-bas. C'est ce que vous voulez dire par là. Non, non, c'est pas très sûr. C'est même pas conseillé de mettre son nom dans des plateformes pareilles. Ce n'est pas sûr. Surtout les plateformes qui vont promettre un rendement faramineux. Ah, moi, je veux maintenant vous me donner une plateforme comme ça. Donc, vous-même, vous investissez dans cette plateforme. Vous pouvez faire par exemple du staking de crypto-monnaies sur Binance. Quand vous faites par exemple du staking, vous pouvez percevoir 30% en un an, 40%, 50%, ça varie. Ça va jusqu'à 200%. Mais plus c'est élevé, plus le risque y est aussi. Donc c'est un peu ça. Maintenant, les risques là, on ne peut pas les éviter. Ou bien? Bon, sur Binance, il faut savoir que lorsque vous faites par exemple du staking, lorsque le pourcentage est par exemple 200%, quand on dit que c'est le risque aussi parce que la volatilité sera aussi extrême. Et vous savez que lorsqu'il y a une grande volatilité là, vous pouvez par exemple staker. Lorsqu'on prend un exemple, c'est plus clair. Si je suppose que vous avez 100 dollars que vous souhaitez par exemple staker sur une crypto-monnaie qui propose un rendement de 200% en un an, par exemple. Lorsque vous allez staker vos fonds, ça veut dire quoi? Lorsqu'on stake, on participe à la sécurisation de la blockchain et par ailleurs, on reçoit des récompenses y afférentes. Donc, ce qui fait que lorsque vous allez staker vos 100 USD, par exemple, si le rendement est de 200% l'année, parce que c'est souvent APY, APCTIL, c'est souvent sur l'année. Si 200%, vous allez donc percevoir, ça veut dire que normalement vos 100 dollars à la fin de l'année, si vous les staker, vous allez avoir 200%, après fois 3, après 300 dollars à la fin de l'année.
$300 maintenant, si la crypto-monnaie, au moment auquel vous avez staké était par exemple à $1 et que à la fin de l'année, ça se retrouve à $0,25, vous voyez que vous avez $0,25 multiplié par le nombre de tokens que vous avez obtenu. Ce qui va vous falloir peut-être, un truc $75. Vous voyez que vous êtes en perte peut-être de $25. Donc, lorsque les taux sont élevés, c'est aussi, le premier facteur, c'est aussi parce qu'il n'y a pas assez d'investisseurs à l'intérieur. Et le second facteur aussi, c'est aussi la volatilité. Pour éviter tout ça, il faut staker les crypto-monnaies un peu comme les stablecoins. Là, vous savez que c'est fixe, ça ne varie pas. Si vous stakez, par exemple, vous dites 30% par an, après un an, vous avez 30% exactement. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire. Voilà, vous avez dit non, qu'on peut investir $30. Comment dirais-je, $100. En attendant les 30% par an. C'est ce que vous dites, non? Chaque un an, j'ai 30%, sans perte. Oui, il s'agit d'un exemple. Ok, Kalash, oui, tu as la parole. Bon, s'il te plaît, tu peux nous expliquer comment est-ce que la blockchain fait pour sécuriser les transactions. Donc, comment ça se passe dans la blockchain pour sécuriser les transactions? Bon, pour la blockchain, il faut savoir que, bon, si je reviens sur le slide, pour mieux montrer. Bon, attends un peu, je partage mon écran. Voilà ce qu'on appelle blockchain. Chaque bloc, en fait, il y a un précédent et son bloc actuel. Tout premier bloc est appelé bloc Genèse. Bloc Genèse n'a pas d'âge précédent. Il n'a que son hash. Maintenant, son hash là est reporté à l'entête du prochain bloc. Et ce bloc également a son hash. Ce qui fait que si par exemple une personne veut se attaquer pour modifier, parce que lorsqu'on attaque, on touche à la sécurité. Si une personne par exemple peut attaquer ce réseau par exemple de blockchain et il dit par exemple qu'il va modifier, parce qu'une blockchain a un hash précédent, une liste de transactions et le hash de son bloc précis. Maintenant, dans ces transactions-là, il y a le solde à l'intérieur. Si c'est par exemple modifier son solde, tu vois que en modifiant là, ça va modifier les informations en fait de la blockchain. Puisque lorsque la blockchain c'est aussi la date et l'heure. Donc quand tu modifies, l'heure se modifie automatiquement. Et lorsque ça se modifie là, ça change obligatoirement le hash de ce bloc. Et lorsque ça change le hash de ce bloc-là, puisque la blockchain est déjà construite comme ça, donc c'est le hash du bloc est reporté partout sur le bloc suivant, ainsi de suite. Lorsqu'il modifie une information dans un bloc spécifique, les mineurs maintenant, pour le second bloc, ils vont se rendre compte que le hash du bloc précis ne correspond pas au précédent bloc, au bloc normal. Puisqu'en fait, c'est un réseau de nœuds. Donc, il y a une copie sur tous les nœuds. Ce qui fait que même si un hacker veut attaquer, il attaque un nœud spécifique, il va modifier l'information sur un seul nœud. Mais ça n'aura pas un impact. Parce que dans la blockchain, il y a ce qu'on appelle le pouvoir de la majorité. Lorsque la majorité va dire que ce n'est pas, la transaction est fausse, puisqu'il sera peut-être le seul sur 13 000 nœuds, comme dans le cas de Bitcoin. Bitcoin a 13 000 nœuds répartis à travers le monde. Il sera le seul sur 13 000 nœuds, ce qui sera insignifiant. Et donc, ça sera tout simplement rejeté. Le bloc là sera annulé. La modification, en fait, sera annulée. Donc, c'est un peu ça qu'on parle de notion de sécurité. Je sais pas si tu comprends un peu ce que je dis. Oui, je comprends. Bon, merci. Ok. Est-ce qu'une autre personne a une question? Ok, moi-même, Lamine, tu as la parole. Ok, je vous demande seulement de vérifier comment dire ce site-là, quoi. Quel site, par exemple? Comme crypto digital asset. Bon, en tout cas, après le salon vocal, vous mettez ça en commentaire. Je vais vérifier. Ah, ok, c'est bon. Ok, est-ce qu'une autre personne a encore une question? Ok, Idriss, tu as la parole. La question que je voulais savoir, c'est comment est-ce que les crypto-monnaies font pour... Quand on dit une crypto, quand on dit qu'une crypto a payé, c'est pas quel moyen. Ils font comment pour payer tous ceux qui possédaient déjà les cryptos. Ils prennent tous les fonds là pour payer tout le monde avec. C'est un peu ça ma question. Ok, comme je disais, la question est un peu relative au minage des cryptos parce que lorsqu'on mine par exemple une crypto-monnaie, lorsqu'on mine une crypto-monnaie, en fait, on doit déterminer en fait un nombre qui a produit un certain hash. Et là-bas, c'est une course en fait. Le tout premier mineur a déterminé le nombre là qui a engendré un hash. Il reçoit une récompense en Bitcoin. Donc, ça dépend aussi du white paper. Si le white paper de la crypto-monnaie, après, c'est vraiment ta question, parce que je sais pas si tu parles du staking ou tu parles du minage. Parce que dans le minage, il y a aussi des récompenses qu'on donne. Clarifie un peu, voir ça.
Tu as la parole. Bon, je parle du minage. Je parle du minage. Lorsqu'on parle en fait des minages, comme je disais là, c'est que un bloc, par exemple, a un hash. Et il faut déterminer le nombre qui a produit ce hash là. Tout à l'heure, je vais montrer un peu un site là sur lequel on va un peu faire une expérimentation là, avec banane. Banane avec S et sans S. Peut-être il fallait même que je fasse ça. Bon, je partage un peu mon écran. J'espère que vous voyez bien mon écran. Bon, je vais ouvrir un site qui s'appelle SHA Online. On va vérifier ensemble. Voilà, comme vous voyez ici, on a input et on a output, non? Ça veut dire entrée ici et sortie. Si c'est ceci, par exemple, je vais décocher auto. Si c'est ceci, par exemple, banane. Je ne sais pas si vous voyez bien l'écran. Si c'est ceci, par exemple, banane, et je valide ici sur H, tu vas voir que ça va produire un H ici en sortie, tout juste en bas. Voici par exemple le H que ça produit. C'est l'algorithme utilisé par le Bitcoin. Donc, lorsqu'il parle de H d'un bloc, c'est sous cette forme-ci. Maintenant, chaque bloc possède son H et le H du bloc précédent, à l'exception du bloc genèse. Maintenant, le H, si par exemple, les mineurs vont recevoir ça dans leur machine de minage, et leur machine va donc être capable de déterminer l'entrée. Donc, ils auront une sortie comme ça, et leur machine va se battre pour déterminer l'entrée. Et c'est une compétition, c'est une course en fait. Le premier à déterminer l'entrée là, il va diffuser sur tout le réseau, parce que c'est réparti à travers le réseau. Quand il diffuse sur tout le réseau là, ça fait que les autres ne cherchent plus. Et on dit donc que voici celui qui a trouvé. Et il a directement une récompense. C'est comme ça que ça a été construit. Donc, c'est un peu comme ça que le minage se passe. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. En ce qui concerne là où la crypto sont, en fait, il faut savoir que c'est un algorithme, en fait. Tout a été planifié. Que lorsqu'une personne va trouver, il aura telle récompense. C'est un peu comme je parlais de la notion de halving. Après chaque 4 ans où il y a division il y a division de récompense par 2. Tout ça, ce sont les algorithmes. Ça a été programmé. Et ça va sauf que c'est exécuté. On ne peut plus modifier. Est-ce que vous avez encore une autre question? Et maintenant, comme tu as dit que d'ici 2140, tous les bitcoins seront presque finis. Maintenant, quand ça va finir, qu'est-ce qui va se passer après? Quand on aura tout miné, qu'est-ce qui va se passer? Lorsque la quantité entière de bitcoin sera déjà minée, mais il y aura plus tout simplement des minages. Il y aura plus de minage, et comme il y aura plus de minage là, l'entièreté là sera donc en circulation. Et il faut noter que au jour d'aujourd'hui, 20% des bitcoins en circulation, elle est bloquée en fait. Pour les investisseurs qui ont perdu par exemple leur clé, tout ça. Il y a environ 20% qui sont bloqués sur des portefeuilles. Donc ils ne peuvent pas retirer. Donc tu vois que en 2140, là, c'est pas trop. Si ça se termine en fait, c'est qu'il n'y aura plus de minage qui sera fait premièrement. Et deuxièmement, la quantité là va rester. Et c'est pour ça qu'on dit que le bitcoin ne subit pas l'inflation. Parce que la quantité là sera toujours cette quantité. Et si la demande reste intacte ou si ça augmente, le prix va seulement flamber. Donc, c'est ce principe-là. Parce que pour la crypto-monnaie, on connaît, lorsqu'on crée une crypto-monnaie, on est obligé de donner sa marque supply. Donc, c'est le nombre de jetons maxi que ça peut avoir. Alors que pour les billets de banque, on n'a pas de maxi. On imprime seulement chaque jour, on imprime. Ce qui crée une dévaluation de la monnaie. Donc, c'est un peu ça, quoi. Bon, ok, il y a plus de questions. Alors, on va se dire à la prochaine. Merci d'avoir participé à ce salon vocal. On espère que ça vous a été utile. N'hésitez pas également à donner vos avis dans les commentaires. Merci.